Allez, on plonge dans un sujet fascinant. D'un côté, on a Darwin, avec sa théorie de l'évolution qui repose sur le hasard, sur la contingence, et de l'autre, une idée super puissante, le structuralisme, qui nous dit qu'en fait, tout est régi par des lois, des structures profondes. Alors, est-ce que l'un est l'ennemi de l'autre? C'est ce qu'on va essayer de démêler ensemble. Voilà la question qui fâche. Est-ce que cette vision d'un univers super ordonné par des structures pourrait vraiment, mais alors vraiment, faire tomber l'un des plus grands piliers de la biologie moderne? C'est le mystère qu'on va explorer. Alors pour bien commencer, il faut comprendre ce conflit apparent. D'un côté, on a la vision de Darwin, qui nous raconte une longue histoire qui s'est déroulée dans le temps. De l'autre, le structuralisme, qui lui ne s'intéresse pas à l'histoire, mais cherche des lois intemporelles, des systèmes cachés, sous la surface des choses. Regardons ça de plus près. Pour Darwin, le focus, c'est le processus historique, comment la vie a évolué pas à pas. Pour le structuralisme, ce sont les systèmes sous-jacents, la grammaire cachée de la nature. Le moteur, pour Darwin, c'est la variation aléatoire, le hasard. Pour le structuralisme, ce sont les relations invariantes, des règles qui ne changent pas. Et ça nous amène à la logique de fond. La contingence chez Darwin, tout aurait pu être différent, contre la nécessité chez les structuralistes. Les choses ne pouvaient pas être autrement. On a l'impression d'avoir deux visions du monde qui sont totalement, mais alors totalement, incompatibles. Mais c'est là que ça se complique. Premier rebondissement. En fait, le mot structuralisme, c'est un peu un piège. Il désigne deux choses très très différentes, et c'est la source de toute la confusion. Il faut absolument faire la différence pour y voir clair. Le premier, c'est le structuralisme culturel, celui de Claude Lévi-Strauss. Son terrain de jeu, ce n'est pas la biologie, c'est l'anthropologie. Ce qu'il fait, c'est analyser les mythes, les systèmes de parenté dans différentes cultures pour y trouver des structures logiques universelles, un peu comme s'il cherchait la grammaire cachée de l'esprit humain. Et ça, attention, c'est le point crucial. Lévi-Strauss ne s'attaquait pas du tout à Darwin. Il combattait une autre idée, très populaire à son époque, l'évolutionnisme social. C'est l'idée que les sociétés humaines passent par des stades, du primitif au civilisé. Lui, il montrait que toutes les cultures ont une complexité égale, elles sont juste structurées différemment. Donc ce débat-là n'a rien à voir avec la biologie. Ok, maintenant qu'on a mis de côté cette confusion, on peut s'attaquer au vrai défi, celui qui vient de l'intérieur même de la biologie. On l'appelle le structuralisme biologique, et il est défendu par des gens comme le biologiste Michael Denton. Et là, l'idée est assez radicale. Elle nous dit que l'évolution, en fait, n'explore pas un nombre infini de possibilités au hasard. Non, elle serait guidée, canalisée par des lois physiques, géométriques, un peu comme un fleuve qui est obligé de suivre les vallées d'un paysage. Et donc certaines formes de vie seraient presque inévitables. Un exemple qui frappe l'esprit, c'est le membre pentadactyle. C'est cette structure à 5 doigts qu'on retrouve absolument partout. Dans notre main, dans l'aile de la chauve-souris, dans la nageoire de la baleine. Pour les structuralistes, cette stabilité incroyable, ce n'est pas juste un héritage du passé. C'est la preuve qu'il y a un plan d'organisation optimal, une solution quasi parfaite dictée par des contraintes physiques. Et l'autre argument massu, c'est l'évolution convergente. Pensez à l'œil. Il est apparu de manière complètement indépendante chez les vertébrés, nous, et chez les céphalopodes, comme la pieuvre. Et pourtant, les deux structures sont incroyablement similaires. C'est comme si l'œil était une sorte d'attracteur, une solution tellement efficace que l'évolution est presque obligée de tomber dessus dès qu'elle en a l'occasion. On en arrive donc au cœur du débat scientifique. La forme des êtres vivants. Est-ce que c'est le fruit d'une longue histoire faite de hasard, de bricolage successif, ou bien est-ce que c'est dicté par une nécessité inscrite dans les lois mêmes de la nature? Cette slide résume parfaitement l'attention. La force motrice, pour le darwinisme, c'est la contingence historique. Pour le structuralisme, la nécessité structurelle. Le processus clé, chez Darwin, c'est la sélection externe. C'est l'environnement qui trie. Pour le structuralisme, c'est l'organisation interne, les règles de construction. Et la vision de la forme qui en découle est radicalement opposée. Un simple bricolage historique d'un côté et l'expression d'une loi naturelle de l'autre. C'est la nature bricoleuse contre la nature architecte. Alors qui a raison ? Eh bien, et si le conflit n'était qu'une illusion? Si, en réalité, les deux idées n'étaient pas opposées, mais complémentaires. C'est ce que la biologie moderne nous propose avec une image très puissante, celle du paysage du possible. Voilà l'idée qui change tout et qui résout le paradoxe. Il ne s'agit pas de choisir entre la structure et le hasard. En fait, les deux jouent un rôle, mais pas au même niveau. Imaginez un instant que les lois de la physique, de la chimie, de la géométrie dessinent un immense paysage. Ces lois créent des reliefs, des montagnes inenfranchissables et des vallées profondes. Elles définissent les chemins possibles et les zones complètement inaccessibles. La structure, en fait, ce sont les règles du jeu. C'est le terrain sur lequel l'évolution va devoir jouer.
Et la contingence alors? Les mutations aléatoires, les accidents de l'histoire, la sélection naturelle, tout ça c'est le chemin précis que la rivière de l'évolution va creuser dans ce paysage. La rivière, elle ne peut pas couler en haut d'une montagne, elle est contrainte par le relief. Mais une fois dans la vallée, elle peut prendre plein de chemins différents. Cette synthèse moderne, elle est vraiment puissante. Si on résume, les contraintes, les lois de la nature, définissent ce qui est possible. Le hasard, la variation génétique, explore ces possibilités. Et la sélection naturelle choisit les meilleures options parmi celles qui ont été explorées. La structure ne s'oppose pas au hasard, elle le canalise. Les deux collaborent. Et cette nouvelle vision des choses, ça ouvre une dernière porte, une porte beaucoup plus philosophique qui nous interroge sur les limites de notre propre connaissance. Si l'évolution explore un paysage, est-ce qu'on a déjà tout vu de ce paysage ? Cette phrase, elle est absolument fondamentale. Elle veut dire qu'on a accès à ce grand paysage du possible qu'à travers les chemins que l'histoire de la vie a réellement empruntés ici, sur Terre. On ne voit que les vallées où la rivière est effectivement passée. Et ça change absolument tout. Ça veut dire qu'il pourrait exister d'immenses continents de formes de vie possibles, des architectures biologiques parfaitement stables, des attracteurs que l'évolution sur notre planète n'a tout simplement jamais eu la chance de découvrir. Notre biosphère, toute sa richesse, ne serait peut-être qu'une toute petite partie de ce que la vie peut créer. Ce qui nous laisse avec cette question, une question absolument vertigineuse. Est-ce que l'univers du vivant est un territoire dont on a déjà plus ou moins fait le tour, ou bien est-ce qu'on est juste les explorateurs d'une toute petite vallée dans un paysage aux dimensions qu'on ne peut même pas imaginer ? La réponse pour l'instant, elle reste à découvrir.